Bienvenue dans votre rendez-vous Tout Info du matin. Merci d'être avec nous. C'est la deuxième partie du 7-9. Tout de suite, c'est le journal. Voici les titres. Nous nous intéresserons pour commencer à la sécurité routière au Maroc. Le Comité national de prévention des accidents de la circulation organise une formation obligatoire des conducteurs professionnels et ce, dans plusieurs gares routières de notre pays. Les États-Unis prêts à tout face à la menace de l'État islamique. Au cours d'une conférence de presse hier soir, le ministre américain de la Défense a affirmé que le groupe djihadiste devait aussi être attaqué en Syrie. Et puis, nous irons à Gaza également dans cette édition. Gaza où les violences continuent et les funérailles de 3 chefs du Hamas se sont tenues sous très haute tension. Nous verrons également qu'à l'approche de la rentrée scolaire, les enfants de Gaza ont peur de reprendre le chemin de l'école. Et donc pour commencer, on s'intéresse d'abord à la sécurité routière, limiter les dangers de la route et éveiller les consciences. Ce sont là les objectifs du Comité national de prévention des accidents de la circulation. Le comité organise une formation obligatoire des conducteurs professionnels dans plusieurs gares routières du Maroc. Raja Fadli et Kamel Rouneim ont tourné ces images dans la gare routière de Tétouan. Le récit est d'Amina Ben Khalaq. En été, beaucoup préfèrent voyager en bus. Voyager en bus, c'est en quelque sorte mettre sa vie entre les mains du chauffeur. C'est ce que le Comité national de prévention des accidents de la circulation cherche à faire comprendre aux conducteurs. Nous voulons faire mesurer aux chauffeurs le poids de la responsabilité qu'ils ont sur les épaules, changer un simple geste sur la route pour faire la différence. Pour motiver les conducteurs, nous organisons une compétition pour élire le meilleur d'entre eux. Le Comité national organise cette campagne dans 13 gares routières à travers le Maroc. Ici à Tétouan, les chauffeurs font face à de vrais challenges en plus de la formation. Cette formation nous apprend aussi comment gérer une situation de panne ou de danger. Quels sont les premiers réflexes à avoir? On nous entraîne aussi à faire face aux situations extrêmes, à conduire par exemple en pleine neige. Le Code de la route a rendu la formation pour conducteurs professionnels obligatoire. Depuis 2013, ils sont appelés chaque année à tester leurs capacités. Sinon, pas de renouvellement de la carte professionnelle. Et un mot de diplomatie. À présent, à New York, l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies, Omar Hillel, a affirmé hier que la prévention des conflits constituait l'un des principaux paradigmes de la politique étrangère du Maroc. Le Maroc qui a œuvré constamment en faveur de la promotion des valeurs de tolérance, de dialogue, de concertation et de négociation. Omar Hillel intervenait devant le Conseil de sécurité dans le cadre d'un débat public sur la prévention des conflits. L'ambassadeur a tenu d'emblée à indiquer que ce débat intervenait à un moment où le monde était secoué par de nombreux conflits et surtout par l'expansion de l'extrémisme, du terrorisme et du fanatisme avec leur lot de victimes innocentes et ses atrocités. Voilà qui nous amène justement à l'État islamique en Irak et en Syrie. Le Pentagone américain a reconnu pour la première fois hier que l'État islamique allait bien au-delà de toute autre menace terroriste connue jusqu'à maintenant. L'État islamique est plus sophistiqué, mieux financé que tout autre groupe que nous ayons connu. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire à la Défense Chuck Hagel lors d'une conférence de presse. Une conférence organisée 48 heures après la diffusion de cette vidéo qui montre l'exécution du journaliste américain James Foley par les djihadistes. Le ministre de la Défense a aussi affirmé que son pays était prêt à tout face à la menace de l'État islamique. Il a également affirmé que le groupe devait être aussi attaqué en Syrie. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Avec le président, nous sommes conscients du défi à relever. Le IL incarne une menace au long terme qui va au-delà de tout ce que nous avons déjà connu. Nous devons nous attendre à de nouvelles attaques de l'EIL et nous tenir prêts. L'engagement américain en Irak n'est pas terminé.
Plus tôt cet été, les États-Unis ont tenté de sauver un nombre d'otages détenus en Syrie, y compris Jim Foley. Nous regrettons que cette mission ait échoué, mais je suis fier, très fier des forces américaines qui y ont participé. Nous ne ménagerons aucun effort pour que nos citoyens retournent chez eux et que les ravisseurs soient transférés devant la justice. On continue de parler de l'État islamique à la fin de ce journal avec notre correspondante à Beyrouth. Mais pour l'heure, c'est à Gaza que nous allons. Gaza, où les violences continuent. Les funérailles de 3 chefs du Hamas se sont donc tenues sous très haute tension hier. Et les Nations Unies ont appelé à la reprise des négociations pour une trêve durable. Les diplomates espèrent ainsi qu'une nouvelle résolution dans ce sens sera soutenue par les membres du Conseil de sécurité. Manal Artari. Pas de répit pour la bande de Gaza, Gaza qui s'embrase sous les attaques incessantes menées par l'armée israélienne depuis mardi, le jour marquant la fin de la trêve humanitaire de 8 jours. Cette fois-ci, le coup a été encore plus dur. 3 commandants du Hamas ont été tués dans un raid de l'aviation israélienne à Rafah. Mohamed Abou Shammala, Raïd al-Attar et Mohamed Barhoum. Au moins 29 Palestiniens ont été tués depuis 3 jours. Le nombre de Palestiniens déplacés a atteint les 435 000 depuis la rupture de la trêve. Le nombre pourrait augmenter encore de 23 000 personnes. Dans les 82 écoles de l'ONU, là où se réfugient des milliers de Gazaouis, la situation est de plus en plus précaire. Chaque jour, des personnes âgées, des jeunes, des femmes et des enfants meurent dans la bande de Gaza. Ils se moquent de nous, ils nous offrent de la nourriture, puis nous tuent. Nous, Palestiniens de Gaza, nous n'avons aucun choix. Nous ne pouvons que résister et défier notre ennemi, Israël. La reprise des hostilités menace la distribution de l'aide pour des milliers d'enfants. Les déplacements de l'UNICEF sont désormais restreints à cause des violences. The situation is truly quite very dire in terms of. La situation actuelle est terrible compte tenu de l'impact des violences sur les enfants de Gaza. Durant les dernières 48 heures seulement, 9 enfants ont été tués, 9 victimes de plus malheureusement, ce qui porte leur nombre total à 469. This brings our total to 469 kids as of this morning. Le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne préparent une nouvelle résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Objectif, mettre en place un cessez-le-feu durable et stopper le bain de sang à Gaza. La résolution plaide également pour la levée des restrictions économiques et humanitaires dans l'enclave palestinienne. L'initiative devrait obtenir le soutien unanime des 15 membres du Conseil de sécurité. Et puis à l'approche de la rentrée scolaire, les enfants de Gaza ont peur. Malak, 8 ans, vous allez le voir, redoute la rentrée scolaire dans la bande de Gaza où elle vit maintenant depuis 1 mois et demi au rythme des raids aériens israéliens. Reportage. C'est dans cette salle de classe que la famille de Naïfa al-Hamoudi a trouvé refuge au plus fort des combats entre Israël et le Hamas. Un missile a frappé leur maison début juillet. Et cette famille de 15 personnes assure qu'elle restera ici tant que leur domicile ne sera pas reconstruit. Nous préférons dormir chez nous quand nous n'avons pas peur. Mais tant qu'il y aura de la peur, nous resterons ici. Quand vous êtes chez vous, vous pouvez vous laver, manger. Ici, il n'y a pas de nourriture correcte, pas de salle de bain. Nos enfants sont petits. Où pouvons-nous aller ? Les écoles de Gaza se sont transformées en camps de fortune pour les Palestiniens dont les maisons ont été détruites. Et même si les conditions de vie dans l'école de Jabalia ne sont pas parfaites, elle n'a pas été bombardée. Dans le quartier de Shajaya, cette école des Nations Unies fut l'un des dizaines d'établissements touchés par des frappes israéliennes. 16 personnes réfugiées ici sont mortes à l'aube du 30 juillet. Quand je vais me coucher, je n'arrive pas à m'endormir car j'ai peur des bombardements. Comme des dizaines de personnes, Malak a été blessé dans l'explosion. Je suis restée à l'hôpital 3 jours. J'ai eu de la fièvre à cause de la fumée des missiles et j'ai eu des injections dans le dos. Il faudra des mois pour effacer les traces du bombardement. Les vacances d'été prennent fin la semaine prochaine. Mais les élèves ne reprendront la classe qu'après la signature d'un cessez-le-feu durable.
108 établissements de l'UNRWA ont été endommagés pendant la guerre, dont 75 écoles. Quelques écoles ont été fortement touchées et il est impossible d'y enseigner tant que leur restauration ne sera pas terminée. Retourner à l'école permettra aux élèves de Gaza de reprendre leurs habitudes quotidiennes. Plus de 500 enfants ont perdu la vie pendant le conflit et des milliers d'autres resteront marqués à vie par les horreurs de la guerre. On fait le point sur le virus Ebola. À présent, le coordinateur de l'ONU contre le virus Ebola veut être prêt à affronter une flambée si nécessaire de l'épidémie. Le docteur David Nabarro est arrivé hier soir au Libéria, première étape d'une tournée dans les 4 pays d'Afrique de l'Ouest dépassés par l'ampleur de l'épidémie. Après Monrovia, il se rendra à Freetown, à Conakry et à Abuja. Au même moment, le Sénégal décide de fermer ses frontières avec la Guinée. L'Afrique du Sud a annoncé la fermeture de ses frontières aux voyageurs en provenance de ces 4 pays. Et Kinshasa annonce 13 morts de fièvre d'origine indéterminée. Ebola a fait jusqu'ici au moins 1350 morts. Et à l'approche des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations, l'inquiétude monte à cause de cette épidémie. Le match Côte d'Ivoire-Sierra Leone, qui compte pour la première journée des qualifications de la CAN 2015, est l'objet d'intenses discussions. Abidjan a suspendu jusqu'à nouvel ordre l'organisation de compétitions internationales par crainte de la propagation du virus Ebola. La CAF a décidé de reprogrammer sur terrain neutre les matchs de qualification de la CAN qui doivent se tenir en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Le match Guinée-Togo sera donc délocalisé à Casablanca le 5 septembre prochain, tandis que Sierra Leone-RDC, 5 jours plus tard, sera également déplacé. Retour au Maroc à présent. Pour ces vacances d'été, de nombreux parents n'hésitent pas à choisir l'école de la rigueur pour leurs enfants. Et cette école, c'est le scoutisme. Les jeunes de l'association Hassania ont dressé leur tente dans la forêt de Mahmoura. Les moniteurs, vous allez le voir, ne leur font pas de cadeaux. Un reportage de Aïssam Al-Habari sur un récit d'Amina Ben Khalaq. Des gestes synchronisés, un salut millimétré. Nous sommes bien chez les jeunes du scoutisme Hassania marocain. Les enfants de leur âge s'amusent sur les plages, mais eux goûtent à la rigueur de la vie de scout dans la forêt de Mahmoura. Le scoutisme m'a beaucoup appris, j'en ai fait pendant des années. Ça m'a permis d'être toujours concentrée dans mes études et d'être plus responsable. Ici, on ne laisse rien au hasard. Les encadrants sont loin d'être indulgents. Cette jeune scout est obligée de replier son matelas plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle le fasse correctement. Nous leur apprenons les principes du scoutisme, comme la confiance en soi et le fait d'entrer en communion avec la nature. Ils doivent aussi savoir se débrouiller seuls quand il le faut. Scoutisme Hassania marocain a été fondé en 1993. Sa réputation n'est plus à faire. L'association est affiliée à l'Organisation mondiale du mouvement scout car elle propose un vrai projet éducatif pour construire les citoyens de demain. Aujourd'hui, elle compte plus de 5000 adhérents répartis sur 7 régions et 45 districts. Voilà pour le journal. Tout de suite, on prend la direction du Liban. C'est en direct de Beyrouth que l'on retrouve notre correspondante Marine Pradel. Bonjour Marine. Bonjour. Alors l'actualité chez vous au Liban, c'est d'abord cette trentaine de soldats et de policiers libanais retenus en otage depuis maintenant 2 semaines par des djihadistes. Ça se passe à la frontière entre le Liban et la Syrie. Marine, où en sont les négociations pour leur libération ? Alors tous les observateurs s'accordent à dire que les négociations sont au point mort. La situation est, comme souvent ici, extrêmement complexe. Une partie des otages est retenue par le Front al-Nosra, alors qu'une autre partie de ces otages est retenue par l'État islamique. On ne sait toujours pas précisément combien d'otages chaque groupe détient, ni d'ailleurs s'ils sont retenus sur le sol libanais ou sur le sol syrien. Alors je vous rappelle que ces policiers et ces soldats ont été enlevés début août dans la ville d'Ersal, au nord-est du pays, alors que de violents combats ont opposé pendant une semaine les forces de l'ordre aux djihadistes repliés dans cette localité
sunnites de la vallée de la Bekaa. Ces combats ont fait 59 morts et 268 blessés parmi les civils, et de nombreux militaires et djihadistes ont été tués. Ce sont les affrontements les plus violents depuis le début de la guerre en Syrie, ici sur le territoire libanais. Les négociations sont très compliquées car les djihadistes ne reconnaissent l'autorité d'aucun État. Les officiels avec lesquels j'ai pu parler l'avouent, aucun gouvernement n'a de contact direct avec eux, ni le gouvernement libanais, ni le gouvernement turc. Le Conseil des oulémas a tenté de faire une médiation, pour l'instant sans succès. Les djihadistes réclameraient la libération d'une dizaine de leurs frères d'armes détenus dans la prison libanaise de Roumieh, une demande qui est loin d'être acceptable pour une grande partie de la population libanaise. Marine, on se pose aussi également une autre question. Est-ce que l'État islamique est officiellement implanté au Liban ? Il y a quelques semaines encore, la réponse à cette question aurait dû être nuancée. Mais les combats à Ersal l'ont prouvé, l'État islamique est bien implanté au Liban. C'est d'ailleurs l'arrestation de l'émir de l'État islamique à Ersal, Abu Ahmad Joma, par l'armée libanaise le 2 août, qui a déclenché ces combats. Et rappelez-vous, plus tôt cet été, la série d'attentats qui a ensanglanté le Liban, et notamment le spectaculaire attentat de l'hôtel du Roi à Raouché, à Beyrouth. Cet attentat avait été revendiqué par des groupuscules affiliés à Daesh. Et un djihadiste français de l'État islamique avait même été arrêté quelques jours plus tôt à Beyrouth. Le Liban est un territoire naturellement revendiqué par l'État islamique, puisque c'est l'État islamique en Irak et au Levant. Le Levant, c'est l'Irak, la Syrie et le Liban. D'accord. Quel est l'impact de ces récents événements sur la situation politique chez vous au Liban, Marine ? Alors l'impact, il est directement visible, et sa première manifestation, c'est certainement le retour de l'homme providentiel Saad Hariri, exilé en Arabie Saoudite depuis 3 ans. Face à lui, Hassan Nasrallah, qui a donné un discours à la télévision Al-Manar la semaine dernière. Il s'est posé comme seul rempart contre l'État islamique, le seul capable de lutter efficacement grâce à ses armes et à ses hommes contre l'État islamique. Et donc le face-à-face entre ces deux figures ne promet pas de faciliter l'élection d'un président de la République par le Parlement libanais. Ici, on est dans l'impasse depuis le 25 mai pour l'élection d'un nouveau président. Mais malgré tout cela, le Liban tient bon. Il n'a pas sombré dans des violences de masse entre sunnites et chiites. Et cela, il y a un an, personne ne s'y attendait. Marine Pradel en direct de Beyrouth pour Média TV. Merci Marine pour toutes ces informations. Place à présent à la revue de presse avec les articles les plus marquants des journaux de ce matin. C'est une revue de presse signée Taoufik Nasseri. Restez avec nous, à tout de suite.